Bonjour Monsieur Diop, bienvenue en Russie. Donc vous sortez de votre conférence de presse de votre rencontre avec votre homologue russe Sergei Lavrov. Donc qu'attend le Mali de la coopération avec la Russie? Est-ce que vous êtes satisfait de votre échange avec votre homologue russe? Absolument, nous sommes satisfaits. Nous avons une excellente relation de coopération avec la Russie. C'est une ancienne relation de coopération qui s'est renforcée au fil des ans, qui a connu aussi des périodes de bas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reprise. Nous avons une très bonne coopération sur le plan sécuritaire, sur le plan de la formation. Mais nous souhaitons que cette coopération qui est très bonne sur le plan sécuritaire, aussi très bonne sur le plan politique, sur le plan international, que nous puissions aussi lui donner un socle économique où il faut renforcer les échanges entre les pays. C'est d'ailleurs l'objectif de notre présence ici à Moscou, à la tête d'une importante délégation ministérielle malienne avec la présence du ministre de l'économie et des finances, du ministre en charge des infrastructures et des transports, mais aussi du ministre en charge des mines, de l'énergie et de l'eau. Donc l'ensemble de ces conversations visait vraiment à renforcer ou en tout cas à sécuriser l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité dans le domaine des hydrocarbures et vraiment voir aussi comment on peut coopérer pour la reprise en main des chemins de fer au niveau du Mali et voir de façon générale comment on peut renforcer cette relation économique et commerciale. Et parce que bon, ces secteurs-là sont des secteurs aujourd'hui stratégiques qui touchent vraiment les populations maliennes. C'est pourquoi l'État s'est mis en avant pour pouvoir venir discuter directement avec les autorités russes, mais aussi avec les privés, pour voir ensemble quelles sont les modalités et pour faire en sorte que l'approvisionnement du pays ne soit pas affecté malgré aujourd'hui les perturbations qui sont créées au niveau de l'économie mondiale, au niveau même du Mali, qui est aussi un pays sous embargo économique et financier. Justement, Sergei Lavrov a parlé des livraisons de blé, d'engrais, de produits pétroliers. Donc, dans le contexte justement des sanctions, d'embargo, pensez-vous que ça pourrait être une solution, d'une certaine façon, une aide pour le Mali? Nous estimons d'abord par principe le Mali est opposé à la politique des sanctions. Étant nous-mêmes un pays sous sanctions, comme nous l'avons dit, il ne faut pas s'attendre à ce que le Mali puisse encourager ou soutenir une politique de sanctions. Nous pensons que ce n'est jamais la solution, mais nous estimons qu'il y a un certain nombre de secteurs clés aujourd'hui, notamment les engrais qui contribuent à la production alimentaire. Le Mali est un pays à vocation agroalimentaire et aujourd'hui nous savons tous que l'insécurité alimentaire fait plus de morts que le terrorisme ou l'insécurité. Donc il est important que même quand il y a des mesures de restriction qui sont en place, il y a un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui stratégiques, comme par exemple la production de blé. Le pain est consommé dans tous nos pays et par l'ensemble de la population, et que si ces produits venaient à manquer sur le marché, comme c'est le cas actuellement, cela peut aussi conduire à l'accroissement de la pauvreté, mais aussi même à des tensions sociales au niveau de nos pays. Ceci n'est pas souhaitable. Donc, quelles que soient ces mesures, je pense que la communauté internationale doit faire preuve de discernement dans l'application de ces mesures et faire en sorte que les populations les plus vulnérables et les plus pauvres ne puissent pas payer les frais de cette situation. Mais justement, à cause de la crise alimentaire qui se profile actuellement dans le monde, l'Afrique pourrait être la plus affectée par cette crise alimentaire, justement, qui se profile actuellement. Et donc, pensez-vous que les livraisons russes pourraient être une solution? En tout cas, pour le cas spécifique du Mali, qui cette année déjà a enregistré une production record de coton, près de 700 000 tonnes de coton. Le Mali est le premier producteur africain de coton, sans parler aussi des céréales et autres que nous produisons. Nous estimons que si nous avons un accès adéquat aux engrais, aux intrants agricoles, il est absolument possible que nous puissions produire suffisamment pour nourrir notre population. Donc si ce n'est pas ces situations, je crois que justement ce type d'appui qui peut venir dans ce domaine, par exemple, j'ai pris l'exemple des engrais, l'exemple du blé aussi, s'il y a des facilités à ce niveau, je crois que ça ne peut qu'atténuer, parce que nous devons toujours, dans tout ce que nous faisons, penser à l'impact sur l'humain, les conséquences humanitaires de ces mesures,
et pour pouvoir trouver quand même des aménagements qui permettent à l'économie mondiale de fonctionner, mais de fonctionner aussi pour les populations les plus vulnérables. Vous avez également parlé des sanctions de la CEDEAO pendant la conférence de presse avec Sergei Lavrov. Donc, comment le pays actuellement fait-il face à cette situation actuellement? Bon, d'abord, il faut penser que le pays a quand même anticipé, s'est préparé un peu à ces sanctions et avait déjà mis en place un certain nombre de mesures qui nous ont permis de tenir parce que certains avaient estimé qu'au bout de 2 semaines, le gouvernement et l'État malien allaient s'effondrer. Nous sommes à 5 mois et nous sommes encore debout pour aller de l'avant. Mais je crois que ce qui semble important aussi, c'est de comprendre que ces sanctions, ces mesures qui ont été prises, la fermeture des frontières du Mali et la fermeture des banques et de la Banque centrale sont des mesures qui sont illégales, qui ne sont prévues dans aucun traité. Nous les avons dénoncées. Et nous estimons que ces mesures sont appliquées de manière à ce que ça affecte beaucoup plus les populations. Et dans le fond, ces mesures ne résolvent pas le problème. Ces sanctions ne sont pas la solution. Et la solution au Mali ne peut être qu'une solution de compromis. Et ce que nous attendons de nos organisations régionales, c'est de pouvoir faire preuve de réalisme, de compréhension, pour que nous puissions ensemble trouver des solutions. Le Mali s'inscrit toujours dans le cadre du dialogue pour pouvoir apporter ces réponses-là. Vous avez également parlé que, pendant cette conférence de presse, que ces institutions régionales sont parfois manipulées de l'extérieur par des pays extérieurs. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que c'est possible de trouver un compromis avec ces institutions régionales? C'est difficile, mais nos organisations sont constituées d'États membres. Je ne peux pas dire que l'ensemble de ces États sont sous influence extérieure, mais je crois qu'à travers des financements ou en tout cas un certain nombre de positionnements, certaines puissances extérieures arrivent à influer sur ce qui se passe. Si on voit la façon dont le dossier malien a été géré par la CEDEAO, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs d'appréciation par rapport à cela. Et on a senti manifestement une main invisible, mais nous pensons que s'il n'y a pas ces ingérences extérieures, nous sommes capables, entre Africains, de trouver des solutions africaines. Je crois que nos organisations doivent travailler de manière à essayer de contrer ou d'éviter ces interférences, parce que ceux qui viennent ont leur agenda, qui n'est pas l'agenda de l'Afrique. Et je suis certain que les Africains ont l'intelligence nécessaire, la capacité de se parler et d'identifier des solutions. Parce qu'après tout, ces partenaires, ces puissances extérieures qui viennent créer des désordres chez nous, quand il y a des problèmes, elles partent chez elles. Et nous restons avec nos problèmes. Donc nous pensons que nous devons rester ouverts à travailler avec les uns et les autres, mais qui ne s'inscrivent pas dans des desseins de contrôler, de nous imposer leur agenda qui n'est pas notre agenda. Et vous parlez des puissances colonialistes qui ont un esprit colonialiste, comme le disait Sergei Lavrov pendant la conférence de presse. Il y a cette dimension néocoloniale, mais il y a aussi, certains ne sont pas des puissances coloniales, mais aujourd'hui, elles se donnent la main. Dans le contexte du retrait des troupes françaises du pays, comment décriez-vous l'opinion publique au Mali à l'égard de la France actuellement? Pour vous, est-ce que vous pouvez peut-être donner le bilan de l'opération Barkhane? Oui, il appartient aux Français de dresser un bilan de l'opération Barkhane. Ce que je peux dire, c'est que l'opération Barkhane, qui était venue dans le dessein d'aider à libérer le Mali, aujourd'hui et à chasser les groupes terroristes et à lutter contre l'insécurité, 9 ans après, notre résultat collectif, je me mets nous-mêmes dedans, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur le terrain, le résultat collectif n'est pas à la hauteur des attentes des Maliens et des populations de la région, parce que nous étions en train de lutter contre le terrorisme et l'insécurité juste dans les régions du nord du Mali. L'insécurité s'est propagée aujourd'hui dans beaucoup de localités du Mali. Il y a des crises, des tensions, des conflits intercommunautaires qui font aussi beaucoup de victimes. Et aujourd'hui, cette insécurité a gagné aussi beaucoup de pays de la région. Ce n'est pas à dire que le Mali est le facteur qui propage cette insécurité. Le Mali même a été victime de l'intervention occidentale en Libye qui nous a amené à perdre 60%.
Donc justement, ça, c'était la source. Le résultat n'est pas à la hauteur des investissements et des engagements. Donc en gros, l'intervention en Libye avait été la source de cette insécurité qui s'est propagée ensuite sur le continent. Absolument. D'accord. Justement, si on reste sur les relations avec la France, en janvier, vous avez dit que vous n'excluez rien dans les relations avec la France. Comment, justement, ces relations avec Paris évoluent-elles en ce moment ? Bon, vous avez suivi les évolutions de ces derniers temps. Depuis mes déclarations du mois de janvier, malheureusement, les choses ne sont pas allées dans la bonne direction et nous sommes allés de tension en tension qui nous ont amenés finalement à dénoncer les accords et les traités de défense. Et je crois que certains parlent aussi du retrait de la force Barkhane. Ce n'est pas le Mali qui a décidé du retrait de la force Barkhane, c'est la France qui a décidé de retirer ses troupes. Le Mali a juste souhaité que ça aille plus vite par rapport à cela. Donc aujourd'hui, notre option, ce n'est pas de continuer vraiment à parler de la France. Je pense que nous voulons parler du Mali, des problèmes du Mali. Notre objectif aujourd'hui, c'est comment renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité maliennes en termes de formation, en termes de couverture de notre pays, en termes de moyens aériens, pour que les forces de défense et de sécurité puissent assumer leur rôle régalien. Je ne pense pas qu'un pays étranger puisse venir assurer. Bon, les aides sont toujours les bienvenues, mais la logique du Mali aujourd'hui, c'est d'assurer une autonomie de nos forces de défense et de sécurité, et deuxièmement, d'envisager des coopérations avec nos pays voisins, les pays de la région, et aussi de rester ouvert à la contribution que peuvent amener nos partenaires. Notre vision aujourd'hui, c'est vraiment ça, et c'est ce que nous faisons sur le terrain et qui est en train aujourd'hui de donner des résultats appréciables. Justement, par rapport aux défis sécuritaires, comment le pays va-t-il faire face à ces défis sécuritaires après la sortie du Mali du G5 Sahel ? Nous y faisons face. Et je dois dire que le G5 Sahel lui-même n'était pas tout à fait opérationnel. Et le travail que le G5 devait faire au Mali, par exemple, c'était essentiellement l'armée malienne qui faisait ce travail et qui continue à faire ce travail. Il y a quelques jours, vous avez entendu des déclarations du chef d'état-major général des forces armées maliennes qui a indiqué que ce retrait du G5 Sahel n'aura pas d'impact par rapport à la lutte contre le terrorisme au niveau du Mali et que nos unités sont en mesure d'assurer la sécurité au niveau de notre pays sans dépendre de cela. Donc c'est une décision politique que nous avons dû prendre parce que nous trouvons qu'elle était injuste. La décision ou la non-décision de ne pas permettre au Mali d'assumer la présidence du G5 Sahel et pendant que nous sommes membres de cette organisation, pendant aussi qu'aucun texte du G5 Sahel ne prévoit qu'un pays puisse être exclu pour des changements politiques internes, ni qu'il n'y a aucun texte aussi qui indique que le G5 Sahel peut endosser des sanctions ou des mesures restrictives qui ont été prises par d'autres organisations régionales. Donc, toutes ces questions mises ensemble nous ont amenés à prendre cette décision parce que nous trouvions que cette organisation ne fonctionnait pas de façon autonome parce que, clairement, des ingérences extérieures ne permettent pas à l'organisation de pouvoir travailler de façon autonome, à pouvoir exécuter aussi son mandat. Donc, il y a de sérieuses divergences à ce niveau. Et justement, cette sortie du G5, est-ce que ça va peut-être créer un certain manque de coopération au niveau régional dans la lutte contre le terrorisme, ou vous pensez que ça ne va pas nuire à la coopération régionale ? Vous savez, le G5 Sahel n'est pas le modèle unique qui existe en matière de coopération régionale. Avant le G5 Sahel, il y avait d'autres mécanismes de sécurité collective au niveau de la région, comme le CEMOC, le comité d'état-major conjoint qui réunissait le Mali, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie, bon, voilà, qui mérite d'être aussi activé, qui n'avait pas toujours pu jouer son rôle. Mais il y a aussi le processus de Nouakchott dans le cadre de l'Union africaine qui rassemble un certain nombre de pays du Sahel. Donc, il y a plusieurs types de réponses. Donc, il y a des réponses collectives avec des États de la région dans le cadre d'organisation ou de mécanismes de sécurité collective, mais aussi le Mali peut travailler bilatéralement
avec certains de ces pays, à envisager, à activer les mécanismes existants ou à aller dans des formules à inventer. Donc je ne pense pas que le G5 soit la seule recette qui existe. Des critiques disent que parallèlement à l'avancement de la France, du pays, les activités de la Russie et la Chine sont de plus en plus intenses. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques? J'estime qu'il ne faut pas voir dans les différentes coopérations, en tout cas notre vision n'est pas d'instaurer une compétition ou de faire de nos pays un champ de bataille pour les différents partenaires. Ce qui est important, c'est que le Mali ou les pays de la région puissent définir leurs priorités et que leur souveraineté soit respectée dans les rapports avec les partenaires et que les pays qui viennent inscrivent leur partenariat dans un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il faut venir s'asseoir avec nous, qu'on regarde qu'est-ce que chacun peut tirer de cette relation. Et nous ne pensons pas aussi que si un partenaire entre par la porte, l'autre doit sortir par la fenêtre. Nous, on n'a pas ce choix, le Mali ne fera pas ce type de choix. Et le Mali ne se soumettra à aucun dictat de qui que ce soit pour nous dire avec qui on peut traiter ou à qui nous, en tant que pays, nous allons traiter avec tout le monde, avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec les États-Unis, avec l'Europe. En tout cas, partout où il y a l'intérêt du Mali, nous voudrions pouvoir travailler avec les gens. Ce qui me semble être important, c'est qu'il faut que ces partenariats se fassent dans le respect mutuel, dans la transparence et aussi dans un état d'esprit qui soit gagnant-gagnant. Pour moi, c'est ce qui est plus important. Et je suis certain que chaque partenaire apporte un avantage comparatif et apporte une valeur ajoutée. Donc c'est à nous de savoir si je traite avec la Russie, qu'est-ce que je mets en avant? Qu'est-ce que la Russie peut m'apporter? Si je suis avec la Chine, peut-être que la Chine apporte autre chose que, par exemple, l'Union européenne ne m'apporte pas. Aujourd'hui, le Mali, par exemple, dans le domaine de la sécurité, a choisi de travailler avec la Russie parce que la Russie répond à nos demandes d'achat d'équipements militaires que nous ne trouvons pas facilement chez d'autres. Ça, c'est par exemple un exemple. Et d'où vient cette logique justement que la France est tellement indignée par le fait que le Mali travaille avec la Chine et la Russie? Bon, nous, on ne voit pas de problème à ça. Parce que le Mali appartient aux Maliens. Et il appartient aux Maliens de décider avec qui ils veulent travailler. Et ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Mais je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de cet état d'esprit de vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent aller, qui ils doivent fréquenter. Je crois que ce sont nos pays. C'est à nous de savoir ce que nous voulons et je pense que nous sommes assez grands. Et je peux même penser que nous sommes intelligents pour comprendre où se trouve notre intérêt, que les partenaires cessent de venir avec condescendance souvent nous dire que bon, écoutez, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie. Je suis sûr que les Africains, les Maliens sont capables de comprendre ce qui est bien ou mauvais dans la relation avec chaque pays, y compris ceux qui viennent nous donner des leçons. Nous comprenons très bien ce que leur coopération peut nous apporter ou pas. Je crois qu'il faut juste respecter les uns et les autres et venir en toute humilité. C'est absolument normal aussi que chaque pays cherche son intérêt. Mais il faut que ça soit toujours dans un état d'esprit gagnant et qu'on ne soit pas dans des politiques de prédation ou de domination vis-à-vis des pays. C'est ces politiques-là que nous demandons dans beaucoup de pays africains de pouvoir changer. Lors de votre dernière rencontre avec votre homologue chinois, vous avez tous les deux souligné les avantages du renforcement des relations économiques. Selon vous, comment devraient évoluer les relations avec Pékin? Donc vous avez dit que c'était sur la base du respect mutuel, mais peut-être vous voyez des domaines particuliers du développement de la coopération avec Pékin? Sur le plan politique, le Mali, comme d'autres pays africains, n'a pas de problème particulier avec la Chine parce que la Chine n'inscrit pas son action dans le cadre d'une domination, en tout cas politique, des pays africains. Elle cherche son intérêt sur le plan économique. Il nous appartient de fixer les conditions par rapport à ça. Ce que un pays comme la Chine apporte, c'est que pendant des décennies, on a vu que la communauté internationale, les institutions financières internationales étaient dans des démarches de désinvestissement, par exemple dans le domaine des infrastructures,
grâce à la coopération avec la Chine, beaucoup de routes, de ponts, d'infrastructures ont été financées et qui n'auraient pas été financées dans le cadre de ces partenariats. Aujourd'hui, ce qui nous semble être important aussi, c'est de pouvoir, même avec la Chine, il y a des discussions à avoir. Il y a des discussions à avoir parce que même cette coopération mérite aussi de travailler dans le sens de renforcer, de bâtir des capacités sur le continent et non aussi de remplacer des Africains par des Chinois forcément. Mais je crois que les Chinois peuvent être présents, mais dans le cadre aussi d'un transfert de connaissances, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un travail en commun. Donc, je crois qu'avec chaque partenaire, il y a des choses à voir ou des choses à revoir, mais aujourd'hui, nous savons que les Chinois, leur coopération est assez dynamique. Il y a des hommes d'affaires, il y a même des militaires qui sont présents dans certains pays, donc c'est un paquet qui nous est offert et il appartient encore une fois aux Africains chaque fois de déterminer les conditions dans lesquelles ces investissements se font. Et je crois que la Chine intervient dans beaucoup de secteurs économiques, dans le domaine de la santé. Et les niveaux d'investissement sur le continent sont importants, mais il faut toujours que nous-mêmes, Africains, nous travaillons ce n'est pas les Chinois qui vont défendre l'intérêt de l'Afrique. Et quand nous laissons la porte ouverte, d'autres vont profiter. Donc il nous appartient, nous, de définir les règles de travail. Les modalités de cette coopération. Les modalités de cette coopération. Avec la Chine, comme avec la Chine n'est pas la seule. Je crois qu'avec chaque partenaire, je vous dis, il y a des éléments qu'il faut renforcer ou qu'il faut revoir, qu'il faut mettre car ça dépendra de la capacité de chaque pays africain de pouvoir assumer ces choix et d'avoir le courage de les mettre sur la table pour faire évoluer la position du partenaire. L'Afrique seule ne peut pas tout gagner. Comme le partenaire ne peut pas tout gagner, il nous faut trouver les moyens de travailler ensemble. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent s'assurer l'accès à des matières premières. L'intérêt de l'Afrique, aujourd'hui, que ce soit avec la Chine, la Russie ou d'autres, c'est de sortir de cette approche juste d'exportation des matières premières. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ces pays-là viennent, investissent, que ce soit, si on prend l'agriculture, qu'on investisse dans l'agriculture, qu'on investisse dans la transformation de l'agriculture, comme la transformation de nos économies, qu'on investisse davantage dans l'industrialisation, comment créer des valeurs ajoutées. Des pays comme le Mali, qui sont producteurs du coton, le taux de transformation du coton au Mali est très bas. Et si nous pouvions amener ce taux de transformation à des niveaux importants, ça créerait beaucoup plus d'emplois. Et si on avait ces emplois, on aurait moins de ces problèmes politiques d'instabilité de nos jeunes gens, problèmes d'insécurité, problèmes de nos jeunes gens qui vont dans les groupes terroristes, qui vont dans des groupes armés ou qui vont se jeter dans la Méditerranée pour tenter leur chance par rapport à l'aventure. Donc tout ça, c'est un paquet global qu'il faut regarder vraiment de façon très stratégique pour pouvoir faire en sorte que chacun y trouve son compte. D'accord. Merci beaucoup, M. Diop. Je vous en prie. Merci.